Ma'am, ce n'est pas un vrai médicament. Vous ne pouvez pas apporter de drogue de rue sur cet avion. L'hôtesse de l'air Janet Morrison arracha l'inhalateur des mains tremblantes de Maya Thompson, 16 ans. La cabine tomba silencieuse. Le vol Delta 447 était prêt à décoller de JFK pour Los Angeles. Les passagers étaient déjà attachés pour ce trajet à travers le pays. Les yeux sombres de Maya se remplirent de larmes alors qu'elle se tenait la poitrine, sa respiration devenant rapide et superficielle. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des moteurs. « Je ne peux pas respirer sans ça. » Janet brandit l'inhalateur comme une preuve au tribunal. « Et ensuite, vous me direz que ce bonbon est de la chimiothérapie. » Sa voix résonna dans la section première classe, où les passagers se déplaçaient mal à l'aise dans leurs sièges en cuir, incertains d'intervenir ou de rester silencieux. Les mains de l'adolescente tremblaient violemment alors qu'elle désignait son bracelet médical. Chaque seconde semblait une éternité, sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans des halètements frénétiques, signe visible de détresse croissante. Autour d'elle, les passagers murmuraient nerveusement, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Les premiers signes de panique se propageaient silencieusement, tandis que Janet restait froide et inflexible. Pour elle, le protocole justifiait la suspicion, pour Maya, c'était une injustice pouvant lui coûter la vie. À l'extérieur, l'avion attendait l'autorisation de décoller, les moteurs ronronnant doucement, contraste frappant avec la tempête qui grondait à l'intérieur. Tous les regards étaient tournés vers la confrontation, sentant le poids d'un moment pouvant basculer du quotidien à la tragédie en un instant. La respiration de Maya devenait de plus en plus saccadée. Chaque inhalation semblait un effort titanesque, ses poumons refusant de s'emplir complètement d'air. Ses doigts tremblaient alors qu'elle pointait désespérément son bracelet médical, espérant qu'on reconnaisse enfin sa détresse. « Je ne peux pas respirer, s'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix faible mais chargée de panique. Le bourdonnement constant des moteurs semblait se transformer en un ton grave et oppressant, amplifiant son sentiment d'urgence. Les passagers autour d'elle ne savaient plus où regarder. Certains détournaient les yeux, mal à l'aise face à l'angoisse palpable, tandis que d'autres sortaient leur téléphone et commençaient à filmer. La scène, étrange et inquiétante, se déroulait devant eux comme un spectacle surréaliste. Dans le silence oppressant de la cabine, le son des clics de caméra et des notifications brisait à peine l'angoisse. Chaque seconde qui passait semblait un poids supplémentaire sur la poitrine de Maya. Janet Morrison, l'hôtesse de l'air, restait immobile et rigide, son regard dur fixé sur l'adolescente. Pour elle, aucune émotion ne devait interférer avec le protocole. « Votre bracelet est faux » déclara-t-elle avec un ton sec, accusateur. « Je ne peux pas vous laisser monter avec cette prétendue médication. » Ces mots résonnaient comme un verdict, renforçant l'impression que Maya n'était pas seulement en danger, mais également jugée et discréditée devant tout le monde. La rigidité de Janet contrastait avec l'urgence de la situation, transformant la peur de Maya en une terreur encore plus profonde. La jeune fille haletait, le visage rougi, la sueur perlait sur son front malgré la climatisation. Chaque effort pour respirer semblait presque vain. Elle tenta de protester, mais sa voix se perdait dans le tumulte de ses propres poumons et dans le murmure nerveux des passagers. Quelques-uns, incapables de rester passifs, murmuraient entre eux, discutant de ce qu'ils voyaient et de ce qu'ils devraient faire. L'injustice semblait évidente, mais personne n'osait encore défier l'autorité de l'hôtesse de l'air. Maya sentit une panique sourde s'emparer d'elle. Son corps réagissait à la privation d'air et à la peur, les mains crispées, la poitrine serrée, les yeux implorant une aide qui ne venait pas. La cabine entière semblait retenir son souffle avec elle, chaque regard accroché à la scène dramatique. Janet continuait de brandir l'inhalateur, symbole de pouvoir et de contrôle, ignorant la détresse médicale, convaincue de son jugement. La tension dans la première classe était palpable, chaque minute ajoutant à la crainte que cette confrontation, déjà si tendue, puisse avoir des conséquences irréversibles. Dans le silence pesant de la cabine, un clignotement de lumière attira l'attention de quelques passagers. Tina Rodriguez, assise quelques rangs plus loin, avait sorti son téléphone et commencé à diffuser en direct la scène sur Instagram. « Regardez ce qui se passe sur le vol Delta 4, » annonça-t-elle, sa voix mêlant étonnement et indignation. Le public en ligne commença à recevoir le flux en direct, découvrant en temps réel la confrontation qui se déroulait devant eux. Les spectateurs virtuels ne tardèrent pas à réagir. Les premières notifications de commentaires et de partages apparurent presque immédiatement. « C'est inadmissible. Comment peut-on traiter quelqu'un comme ça? Cette hôtesse est raciste. » La diffusion, initialement confidentielle à quelques amis, prenait rapidement de l'ampleur, chaque seconde de la détresse de Maya renforçant l'indignation générale. Dans la cabine, certains passagers jetaient des regards inquiets autour d'eux,
remarquant que leurs voisins filmaient également. La tension monta d'un cran, la situation n'était plus seulement une confrontation entre une hôtesse et une adolescente, elle devenait un spectacle mondial, scruté par des centaines, puis des milliers, de témoins. Chaque geste, chaque mot, chaque souffle de Maya était désormais enregistré, et les téléphones tremblaient légèrement dans les mains des spectateurs, capturant l'urgence de ses efforts pour respirer. Janae Morrison, consciente de certains téléphones pointés vers elle, sembla à peine affectée au début. Son attention restait rivée sur Maya, son expression froide et rigide. Elle ignorait encore que le monde entier observait ses actions. Pour elle, c'était une question de protocole et de contrôle, pour les passagers et le public en ligne, c'était un acte de discrimination flagrante et inexcusable. Le nombre de spectateurs en ligne augmentait à chaque minute. Les commentaires affluaient à une vitesse impressionnante, transformant la situation en un événement viral quasi instantané. Hashtags et mentions surgissaient, et Delta discrimination, et justice pour Maya, et Letterbraise. La diffusion devint rapidement un point de convergence pour ceux qui voulaient dénoncer l'injustice et soutenir Maya. Des dizaines de milliers d'internautes partageaient, commentaient, et envoyaient des messages de solidarité, provoquant une onde de choc virtuel qui transcendait la cabine. À bord, l'énergie de la foule virtuelle se ressentait presque physiquement. Certains passagers se sentaient coupables de rester inactifs, d'autres étaient encouragés à filmer à leur tour. La puissance des réseaux sociaux se matérialisait dans la cabine, l'injustice, auparavant confinée entre quelques rangées, prenait une dimension nationale et mondiale en quelques instants. Chaque respiration haletante de Maya, chaque geste de Janae, chaque regard inquiet des passagers, était désormais immortalisé et partagé, exposant l'ampleur de la situation au monde entier. Tina, concentrée sur son téléphone, continuait de narrer la scène, décrivant l'attitude de Janae, la détresse de Maya et le silence gêné des passagers. « Regarde ça !» criait-elle, « personne ne fait rien. » Les spectateurs en ligne, choqués et scandalisés, amplifiaient l'écho de la situation, transformant ce moment de crise en un phénomène viral aux conséquences encore impossibles à mesurer. La respiration de Maya devenait de plus en plus laborieuse. Ses doigts tremblants tentaient de désigner le bracelet médical autour de son poignet. « Je m'appelle Maya Thompson, j'ai 17 ans, et j'ai un asthme sévère », balbutia-t-elle entre deux halètements. Sa voix était faible, mais chaque mot portait l'urgence de sa situation. « Je voyage seule pour les funérailles de ma grand-mère à Los Angeles, s'il vous plaît. Je ne peux pas respirer sans mon inhalateur. » La cabine était suspendue à ces paroles, mais Janae Morrison ne montrait aucun signe de compréhension ou de compassion. Son visage restait fermé, ses yeux rivés sur l'inhalateur qu'elle tenait comme un trophée. Les documents médicaux de Maya, pourtant légitimes et clairs, étaient balayés d'un geste dédaigneux. « Ce n'est pas une preuve suffisante », déclara Janae, ignorant les gémissements de Maya et le murmure croissant des passagers. « Vous ne pouvez pas embarquer ce genre de médicaments non vérifiés. » Autour d'eux, un sentiment de frustration et d'incrédulité gagnait les rangs. Certains passagers osaient enfin intervenir, leur voix mêlant inquiétude et indignation. « Elle est en train de faire une crise d'asthme. Vous devez lui rendre son inhalateur », cria un homme assis 3 rangs derrière. Une femme ajouta, « Regarde son bracelet. Ce n'est pas une blague, elle a besoin d'aide maintenant. » Mais Janae, implacable, balaya ces avertissements d'un revers de main. « Silence !» ordonna-t-elle, sa voix tranchante résonnant dans la cabine. « Ceci est une affaire d'équipage. Personne ne doit interférer. » Son autorité, imposée par le protocole et l'habitude, semblait suffire à intimider les passagers. Pourtant, l'incompréhension et l'angoisse se lisaient sur tous les visages. Chaque respiration sifflante de Maya, chaque signe de détresse accentuait l'inconfort général et la tension palpable. Un passager assis à côté tenta une approche plus directe, en s'adressant calmement à Janae. « Vous ne comprenez pas, c'est un cas médical. Elle pourrait s'évanouir si vous ne lui rendez pas son inhalateur. » Janae secoua la tête, visiblement agacée par ce défi à son autorité. « Je fais simplement respecter les règles de sécurité. » Alors que la situation s'enlisait, un mélange d'indignation et de solidarité se propageait parmi les passagers. Certains sortaient leur téléphone pour filmer ou appeler à l'aide, cherchant à documenter l'injustice et à alerter le monde extérieur. Les murmures se transformaient en voix plus fortes, mais Janae restait impassible, refusant de céder. Maya, épuisée, tentait tant bien que mal de reprendre son souffle, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Elle sentait le poids du jugement, des préjugés et de l'incompréhension, mais son esprit résolu ne fléchissait pas. Les passagers continuaient d'observer, partagés entre la peur de s'impliquer directement et la volonté de protéger cette adolescente en détresse. Dans cette atmosphère tendue, chaque seconde semblait durer une éternité. Janae restait le centre de contrôle, mais l'autorité qu'elle pensait incontestée
était désormais contestée par la compassion silencieuse et l'indignation croissante de tous ceux qui assistaient à cette scène dramatique. La situation de Maya devenait critique. Chaque respiration était un effort, un sifflement aigu résonnait dans sa poitrine, et ses lèvres commençaient à prendre une teinte bleuâtre inquiétante. Ses doigts tremblaient sur le bracelet médical, tandis qu'elle tentait, avec peine, de communiquer l'urgence à Janet Morrison. Mais la flight attendant restait inflexible, concentrée sur ce qu'elle considérait comme le respect des protocoles, ignorant les signes évidents de détresse. Assis quelques rangs plus loin, un passager âgé, un médecin à la retraite, ne pouvait rester silencieux. « Elle est en train de faire une crise d'asthme sévère », lança-t-il, se levant légèrement de son siège. « Elle a besoin de son inhalateur immédiatement. » Janet se retourna, le regard froid et intransigeant. « Restez assis, monsieur, ceci est une affaire de l'équipage. » L'homme fronça les sourcils, sentant que chaque seconde comptait, mais il fut bloqué par l'autorité apparente de l'agent de bord. Pendant ce temps, la diffusion en direct de Tina Rodriguez continuait de captiver les spectateurs. La vidéo, montrant Maya suffoquant et Janet refusant d'agir, gagnait en audience à une vitesse fulgurante. Les commentaires affluaient, des centaines de milliers d'internautes étaient désormais témoins de ce qu'ils percevaient comme une injustice flagrante. L'indignation devenait virale, et le hashtag #justice pour Maya commençait à circuler sur toutes les plateformes. Chaque respiration sifflante de Maya semblait amplifiée par les cris numériques de soutien et d'indignation en ligne. À l'avant de l'avion, les agents de la TSA, présents pour assurer la sécurité du vol, attendaient calmement les instructions de l'équipage. Ils avaient été alertés par Janet lors de la confrontation initiale, pensant devoir intervenir pour un problème de drogue présumé. Mais le changement rapide de la situation médicale les laissait incertains, suspendus à la chaîne de commandement. Leurs yeux alternaient entre Janet, Maya, et le médecin retraité qui insistait avec autorité « Vous ne pouvez pas laisser cette adolescente souffrir ainsi ». Chaque seconde semblait étirer l'atmosphère de tension. La cabine entière retenait son souffle, les passagers inquiètes, observant Maya lutter pour chaque bouffée d'air. Les téléphones en main, nombreux en première classe comme en classe économique, capturaient la scène avec une précision déconcertante. Le mélange de choc, de peur et de solidarité était palpable, et le pouvoir de Janet, jadis incontesté, commençait à être remis en question devant des témoins impuissants mais attentifs. Alors que Maya luttait pour sa vie, la diffusion en direct transformait une crise médicale en un événement public mondial. Les règles de l'avion, les procédures de sécurité et le protocole de l'équipage se heurtaient brutalement à la réalité médicale et à la pression médiatique instantanée. L'angoisse de la cabine atteignait son paroxysme, et chacun savait que la suite dépendrait soit de la reconnaissance de l'urgence par Janet, soit d'une intervention extérieure imminente. Maya sentit son téléphone vibrer à plusieurs reprises sur ses genoux, mais chaque appel échouait. Son père, Marcus Thompson, semblait injoignable, et l'urgence de sa situation rendait l'impuissance encore plus oppressante. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de composer le numéro à nouveau, mais ses doigts engourdis par la panique et le manque d'oxygène la faisaient hésiter. Chaque respiration était désormais un effort douloureux, et la peur de ne pas pouvoir atteindre son inhalateur la tenaillait comme une lame invisible. Autour d'elle, la tension dans la cabine augmentait à vue d'œil. Les passagers, de plus en plus inquiets, murmuraient entre eux, jetant des regards furtifs vers Janet Morrison et Maya. Certains essayaient de comprendre ce qu'il se passait, d'autres filmaient silencieusement la scène, conscients qu'ils assistaient à un moment qui dépassait la simple confrontation entre une adolescente et une agente de bord. La vidéo de Tina Rodriguez continuait de diffuser la situation en direct, et le compteur de spectateurs grimpait rapidement, transformant la cabine en théâtre d'une audience mondiale. Les commentaires affluaient en temps réel, l'indignation se faisait sentir à chaque seconde. Au sol, le personnel de Delta commençait à être alerté. Les agents de l'escale et le commandant de bord recevaient des messages insistants, signalant que l'une des passagères semblait en détresse médicale sévère. Le pilote, conscient de l'urgence, jetait un coup d'œil au tableau de bord et au rapport de l'équipage, se préparant à intervenir dès que nécessaire. La pression montait, chaque minute comptait, et la situation se transformait peu à peu en crise médiatique et sanitaire. Les agents de la TSA, jusqu'alors en retrait, observaient avec nervosité la scène. Ils avaient été appelés par Janet sous prétexte d'un problème de drogue présumé, mais l'état critique de Maya rendait toute décision d'éviction impossible, sans un jugement médical clair. Le médecin retraité assis à quelques rangs de Maya continuait d'insister avec autorité, cette adolescente est en détresse respiratoire sévère. Vous devez agir maintenant. Mais Janet, obstinée, refusait toujours de rendre l'inhalateur, piégée entre son protocole et la réalité médicale sous les yeux de tous. À l'écran de millions de spectateurs en ligne,
Maya apparaissait vulnérable mais déterminée. Ses respirations sifflantes et son visage pâle provoquaient une vague de soutien immédiat. Les spectateurs commentaient, partageaient et interpellaient la compagnie aérienne et l'équipage sur les réseaux sociaux. La pression médiatique se faisait sentir jusque dans la cabine, où chaque passager réalisait que cette confrontation ne relevait plus seulement du vol 447, mais d'un scandale potentiel national. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, l'urgence de la situation devenait impossible à ignorer. Le temps pressait, les appels de Maya restaient sans réponse, et chaque instant accentuait l'angoisse de tous. La tension culminait, laissant présager que l'intervention d'une autorité supérieure, ou d'une personne capable de changer le cours des événements, allait bientôt être nécessaire pour sauver Maya et rétablir la situation. À bout de souffle et les lèvres légèrement bleues, Maya réussit enfin à décrocher son téléphone. Sa main tremblait, mais elle trouva la force d'appuyer sur le bouton « Appeler ». Une voix familière, calme et autoritaire, emplit l'appareil. Maya, c'était son père, Captain Marcus Thompson, chef des opérations de vol chez Delta Airlines. Sa voix, profonde et assurée, transperça le brouhaha de la cabine et fit instantanément taire les murmures des passagers. Le simple ton de Marcus imposait le respect. Les passagers, incrédules, réalisèrent rapidement qu'ils n'étaient pas simplement témoins d'une dispute entre une adolescente et une hôtesse de l'air. Le père de Maya n'était pas n'importe qui, il était l'une des figures les plus puissantes de Delta, supervisant des milliers de pilotes et intervenant directement auprès de la direction. Les téléphones continuèrent de filmer, mais maintenant, tous les regards étaient tournés vers Maya, son inhalateur et l'hôtesse de l'air figée dans l'angoisse. Demanda Marcus, sa voix nette et tranchante. La femme, prise au dépourvu, pâlit instantanément. Son assurance des dernières minutes semblait s'être évaporée. Vous refusez à ma fille l'accès à son médicament prescrit pour l'asthme, est-ce exact? Le mot « ma fille » résonna dans la cabine comme une cloche. Les passagers, qui avaient commencé à comprendre la situation, ressentirent une vague d'indignation et d'appréhension pour Janet. Maya, allaitante mais soulagée, tendit le téléphone vers Janet. La voix de son père, projetée dans la cabine par le haut-parleur, remplissait l'air. Il n'existe aucun protocole qui permette de refuser un traitement vital à un mineur. Vous violez non seulement les règlements internes de Delta, mais également la loi fédérale et les protections accordées par l'Americans with Disabilities Act. Janet, désormais incapable de répondre, se contenta de bégayer quelques mots, tentant de justifier sa conduite par des procédures qu'elle croyait irréprochables. Marcus ne se laissa pas interrompre, chaque mot, chaque précision, dévoilait les conséquences de ses actions, à la fois légales, humaines et financières. La pression dans la cabine monta encore, les passagers réalisaient qu'ils étaient les témoins directs d'un moment qui allait marquer l'histoire de l'entreprise. En quelques secondes, l'atmosphère changea complètement, l'autorité incontestée de Marcus Thompson transforma le conflit en une leçon de justice et de responsabilité. Maya, toujours allaitante, sentit enfin un soulagement parcourir son corps, elle n'était plus seule. Les passagers qui filmaient, les témoins silencieux et même les agents de la TSA prirent conscience que la situation était désormais sous le contrôle de quelqu'un capable de rétablir l'ordre et la sécurité. L'appel, qui aurait dû être un simple contact familial, devint le tournant décisif. Grâce à la voix ferme et experte de son père, Maya allait pouvoir reprendre son inhalateur, et Janet se trouvait confrontée à l'ampleur de son erreur. Les spectateurs en ligne continuaient de suivre la scène en direct, mais désormais, la justice semblait imminente, et la peur de Maya laissait progressivement place à l'espoir. Le ton ferme de Captain Marcus Thompson résonnait dans toute la cabine, chaque mot frappant avec une précision implacable. Janet Morrison, l'hôtesse de l'air qui avait confisqué l'inhalateur de Maya, se tenait immobile, incapable de détourner le regard des passagers qui la fixaient, téléphone en main, enregistrant chaque seconde de la confrontation. La voix de Marcus, claire et autoritaire, faisait comprendre à tous que la situation n'était plus une simple querelle entre une adolescente et le personnel de bord. Janet Morrison, vous êtes en train de refuser à ma fille l'accès à son traitement médical vital, commença Marcus, son calme contrastant avec la tension croissante dans la cabine. Vous violez le Americans with Disabilities Act, les politiques internes de Delta Airlines, et mettez en danger un mineur sous votre responsabilité. Chaque mot était pesé, laissant Janet figée, consciente que son erreur n'était pas seulement humaine, mais également légale. Les passagers en première et en classe économique retenaient leur souffle. Certains échangeaient des regards incrédules, d'autres murmuraient des commentaires indignés. Les caméras des téléphones enregistraient chaque mouvement, chaque expression faciale, et la scène commençait déjà à prendre une dimension virale. Les yeux de Janet se balançaient nerveusement entre Maya, qui haletait toujours, et le téléphone, où la voix de son père imposait un contrôle absolu.
Il n'existe aucun protocole qui autorise la confiscation d'un médicament prescrit à un mineur en détresse, poursuivit Marcus. Vous avez ignoré les documents médicaux, rejeté l'avis d'un médecin qualifié, et créé un environnement hostile pour ma fille. La gravité de ces paroles frappa Janet comme un éclair. Elle avait agi selon ses supposées procédures, mais elle avait outrepassé toutes les règles de sécurité et de déontologie. Les agents de la TSA, jusqu'ici hésitants, se figèrent eux aussi, réalisant que la situation dépassait leurs instructions initiales. Même Maria Santos, la superviseure de vol, qui avait essayé de garder la neutralité, comprit que cette confrontation était désormais sous l'autorité directe de Captain Thompson. Les passagers, toujours filmant, ressentaient la montée d'une tension extraordinaire. Ils assistaient à une leçon publique sur le pouvoir, la responsabilité et la justice. Janet, les mains tremblantes, essaya de protester. Je suivais seulement le protocole, mais Marcus l'interrompit sèchement. Ce n'est pas une question de protocole, c'est une question de vie ou de mort, de droits légaux et de dignité humaine. Votre jugement basé sur des apparences et des préjugés a failli coûter la vie de ma fille. Le silence dans la cabine était presque tangible. Maya, serrant son inhalateur contre sa poitrine, sentit pour la première fois depuis le début de l'altercation un soulagement croissant. Les passagers regardaient Janet, désormais consciente que ses 12 années de carrière pouvaient s'effondrer en quelques minutes. Chaque seconde de ce moment crucial était capturée et partagée, transformant un incident tragique en leçon publique de responsabilité et de justice. Sous le regard scrutateur de toute la cabine et des caméras des téléphones, Janet Morrison tendit enfin l'inhalateur à Maya. Ses mains tremblaient, et ses yeux, autrefois pleins d'autorité, reflétaient désormais la peur et la honte. La tension accumulée au fil de l'altercation se dissipa légèrement lorsque Maya saisit son médicament, l'amenant rapidement à ses lèvres. Chaque inhalation apportait un soulagement visible, sa respiration encore haletante commençait à se stabiliser. De son téléphone, la voix de Captain Marcus Thompson restait ferme et implacable. « Janet Morrison, vous êtes relevé de vos fonctions immédiatement. Vous avez violé les politiques de Delta Airlines, les lois fédérales sur les droits des personnes handicapées et mis en danger la vie de ma fille. » Les mots résonnaient dans la cabine, comme un coup de tonnerre. Chaque passager comprenait que la situation venait de franchir un seuil irréversible. Maria Santos, la superviseure de vol, se rapprocha pour s'assurer que Maya recevrait les soins médicaux nécessaires. « Nous allons vous accompagner pour vérifier votre état et vous fournir toute assistance médicale, dit-elle doucement, tandis que Maya hocha la tête, reconnaissante mais encore fragilisée par l'épreuve. La nouvelle se propagea instantanément en ligne. Tina Rodriguez, toujours en direct, voyait désormais plus d'1 million de spectateurs suivre la scène. Les commentaires affluaient, réclamant justice pour Maya et dénonçant la discrimination flagrante. Les réseaux sociaux vibraient de messages de soutien, de colère et d'indignation face à la conduite de Janet. Janet, quant à elle, restait figée, incapable de trouver des excuses valables. Les passagers en première classe et en économique ne cessaient de la filmer, et chaque geste était capté pour l'éternité numérique. Sa carrière, construite sur 12 années de service, s'effondrait en direct, devant un public qui n'avait jamais été aussi témoin d'une leçon de responsabilité et d'éthique professionnelle. Captain Thompson, en observant sa fille reprendre son souffle normalement, adressa un dernier message d'autorité. Maya recevra toutes les mesures de soins nécessaires, et une excuse officielle de Delta Airlines sera rendue publique. Aucun protocole ne justifie la mise en danger d'un passager, surtout un mineur. Maya, les yeux encore humides mais soulagés, serra son inhalateur contre elle. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, elle put respirer sans peur. La justice venait d'être rendue, en direct et sans compromis, et tous les spectateurs, présents dans la cabine ou à travers leurs écrans, avaient été témoins de l'impact immédiat de la responsabilité et de l'autorité exercée avec intégrité. Les pas de Captain Marcus Thompson résonnaient sur la passerelle comme un avertissement silencieux. À 6 proies, son allure imposante et sa prestance naturelle faisaient immédiatement taire les murmures dans la cabine. Chaque mouvement dégageait une autorité née de 25 ans d'expérience dans l'aviation, et il semblait remplir l'espace comme une force de la nature. Les passagers se tournèrent vers lui, certains écarquillant les yeux, réalisant qu'ils allaient assister à une confrontation sans précédent. Maya, toujours pâle mais enfin capable de respirer correctement grâce à son inhalateur, leva les yeux et aperçut son père. Un sentiment de sécurité et de soulagement l'envahit instantanément. Après de longues minutes de tension et de peur, elle savait désormais qu'elle était protégée. Son regard se posa sur Janet Morrison, qui se tenait figée dans l'allée, l'inhalateur encore à la main. Pour la première fois, Janet comprit pleinement l'ampleur de sa faute et la gravité de ses actions. Captain Thompson entra dans la cabine avec une démarche mesurée, balayant l'espace du regard. Les passagers enregistraient chaque instant, leur téléphone toujours dirigé vers lui,
conscients que cette scène allait devenir virale. Les TSA agents, jusque-là hésitants, reculaient légèrement devant la présence impressionnante du chef des opérations de vol. L'air semblait se charger d'une énergie nouvelle, une tension qui mêlait respect, crainte et admiration. Il s'arrêta près de sa fille, posant une main rassurante sur son épaule. « Comment te sens-tu, Maya » demanda-t-il doucement, mais avec cette autorité qui faisait taire toutes les contestations. Maya, la voix encore faible mais plus assurée, répondit « Beaucoup mieux maintenant, papa. Merci d'être là. » Son attention se tourna ensuite vers Janet, dont la respiration et la posture trahissaient l'angoisse. « Janet Morrison, » commença-t-il d'une voix ferme mais contrôlée, « vous comprenez-vous maintenant la gravité de ce que vous avez fait? Vous avez mis en danger un mineur, ignoré des preuves médicales et violé plusieurs réglementations et lois fédérales. » Chaque mot résonnait dans la cabine, et les passagers retenaient leur souffle. Maya se sentit enfin en sécurité. Son père avait repris le contrôle total de la situation. Les murmures cessèrent, remplacés par une atmosphère de respect mêlé de soulagement. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais le pouvoir et la présence de Captain Thompson changeaient radicalement la dynamique, il n'y avait plus de confusion, plus de menace immédiate. La justice venait de reprendre le dessus, incarnée par la figure rassurante et inébranlable de son père. La cabine entière sentit le changement, la tension s'était transformée en calme, et la situation était désormais sous contrôle direct du père. Maya put enfin se détendre, tandis que Janet comprenait que ses actions allaient avoir des conséquences irrévocables. L'arrivée de Captain Thompson avait mis fin à l'intimidation, rétabli la sécurité, et rappelé à tous le poids de l'autorité exercée avec responsabilité et intégrité. Maya Thompson inspira profondément pour la première fois depuis des heures, sentant l'air circuler librement dans ses poumons. Son regard se posa sur son père, Captain Marcus Thompson, et un sourire reconnaissant traversa son visage. « Merci papa » murmura-t-elle, la voix encore fragile mais pleine de soulagement. La tension qui avait saturé la cabine depuis l'embarquement semblait enfin se dissiper. Chaque passager réalisait que l'horreur qu'il venait de vivre avait pris fin grâce à l'autorité calme et implacable de Captain Thompson. Janet Morrison, toujours figée dans l'allée, comprit que sa carrière venait de s'effondrer en un instant. Sa suspension immédiate et la remise en cause publique de ses actes furent accompagnées de regards accusateurs et de téléphones qui continuaient d'enregistrer chaque seconde. 12 ans de service, ébranlés et humiliés en direct, disparaissaient devant des centaines de milliers de spectateurs en ligne. Le poids de ses préjugés et de son jugement hâtif devenait désormais un exemple visible de l'impact destructeur de la discrimination. Pendant ce temps, la diffusion en direct de Tina Rodriguez et les milliers de clips partagés sur les réseaux sociaux avait transformé un incident isolé en phénomène mondial. Justice pour Maya était en tête des tendances, et les médias du monde entier reprenaient l'histoire avec indignation et admiration pour la réaction rapide et ferme du père de Maya. L'événement montrait à quel point la vigilance citoyenne et la technologie pouvaient protéger les victimes d'injustice. Captain Thompson prit un moment pour rappeler aux passagers l'importance de respecter les règles tout en exerçant discernement et humanité. « Nous devons toujours protéger la vie et la santé de chaque passager », déclara-t-il, et aucun protocole ne doit jamais mettre en danger un enfant ou ignorer un avis médical avéré. Ces mots résonnaient avec autorité et sagesse, laissant une impression durable sur tout ce présent. Maya, soutenue par son père, réalisa que cette expérience, aussi traumatisante fût-elle, avait servi de leçon précieuse. La justice pouvait être rendue rapidement, lorsque le courage, l'expertise et la détermination s'unissaient. Les passagers, les téléspectateurs et les internautes avaient assisté à un exemple éclatant de responsabilité, de protection et de pouvoir parental. L'histoire de Maya Thompson et de son inhalateur devint bien plus qu'un simple incident de vol. Elle montra que la discrimination pouvait être confrontée publiquement, que la vigilance et la technologie pouvaient amplifier la voix de ceux qui sont marginalisés, et que la justice pouvait triompher lorsqu'elle était exercée avec fermeté et compassion. Les images, vidéos et témoignages circulèrent, rappelant à tous que le respect, l'empathie et l'action courageuse pouvaient transformer une situation de crise en un moment de leçon universelle.